Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose une présentation de mes arguments en faveur d'une stratégie politique de gauche efficace en fonction des moyens et des connaissances dont nous disposons, car ici on aime la grosse rigueur, on est des fous. Je vais le faire dans le cadre d'une réponse au canard réfractaire, un youtubeur représentant une équipe et faisant de la revue de presse qui, d'après certains, m'a critiqué et d'après moi m'a présenté comme croque-mitaine pour servir sa communication, consistant à me faire passer pour la mauvaise gauche dans le but de se présenter lui-même comme d'autant plus de la bonne gauche. Sa bonne gauche à lui consiste à faire de la démagogie populiste de gauche, réduisant comme solution contre l'unique ennemi Macron un mouvement social tel les Gilets jaunes, qui serait l'incarnation de la volonté du peuple. Difficile de passer à côté d'une vidéo du canard réfractaire sans voir apparaître les mots-clés insurrection citoyenne, Macronie, les pauvres, le peuple français, les ronds-points, les gilets jaunes, etc. Mais avant qu'on m'accuse de parler de populisme, juste pour discréditer le canard réfractaire, étant donné que ce terme est souvent utilisé n'importe comment, voire à mauvais escient, je vais préciser ce que j'entends quand je parle de démagogie populiste de gauche. Ce type de discours aux prétentions sociales, égalitaristes, républicaines, pêche par sa simplification de l'ordre social à un conflit entre les élites, l'oligarchie contre le peuple, ou dans le cas du canard réfractaire, la bourgeoisie contre le peuple. Ce peuple n'est jamais clairement défini et jamais autrement que par une masse homogène aux intérêts similaires. Dans le cas du canard réfractaire, ce sont les gilets jaunes qui seraient l'incarnation du peuple français. Or, le peuple français est une notion politiquement floue, du moins si on s'intéresse aux classes sociales et à celles qui composent le mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas particulièrement aisés, assez peu pour qu'une nouvelle taxe soit une pression suffisante les ayant fait sortir de leur gonds, mais ils ne sont pas assez pauvres pour ne pas se lever et ne pas défendre leur bout de gras, car ils en ont encore un. Les gilets jaunes représentent ainsi ce qu'on peut dire une partie du peuple qu'on peut définir comme étant, par exemple, la classe moyenne inférieure. Bien entendu, oui, vous pouvez être gilet jaune et sous le seuil de pauvreté, car je parle de tendance, de généralité et pas d'absolu. Cette sociologie explique pourquoi le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement poujadiste. Le poujadisme était un mouvement d'extrême droite dont est issu Jean-Marie Le Pen et dont la sociologie était composée de commerçants et d'artisans, bref de la petite bourgeoisie défendant ses intérêts de classe par un mouvement réactionnaire, contrairement aux Gilets jaunes qui sont plus souvent des employés. Voilà pourquoi la politisation des Gilets jaunes s'est plus tournée vers la gauche et le social que vers la droite et l'ordre social. Ce que l'on pourrait considérer comme une caractéristique des Gilets jaunes, c'est qu'il s'agit de personnes dépolitisées par des décennies de politique libérale, imposant l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative, comme disait Thatcher, que seul le consensus libéral bourgeois est légitime. Ces personnes qui, par la pression qu'ils subissent de la part de ces mêmes politiques libérales, se sont politisées bien malgré eux, car ils n'en avaient plus le choix. Ils ont donc commencé la politique à partir de rien, ou si peu. Le rejet de Macron, des partis, des représentants, etc. Ainsi, la démagogie populiste de gauche du canard réfractaire se contente de rebondir là-dessus en négligeant les connaissances, expériences accumulées par plus de 150 ans de lutte sociale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des courants de pensée que l'on peut trouver parmi les gilets jaunes. Ce que je viens de dire peut être sujet à débat, en tout cas n'y voyez pas du mépris envers les gilets jaunes, je n'ai pas fait de jugement de valeur. S'il est vrai qu'au début du mouvement, la gauche se demandait ce qu'il se passait, cette gauche bien installée dans ses habitudes jusqu'à oublier la possibilité d'une révolte spontanée, pour autant et à titre personnel, je trouve que c'est une très bonne opportunité que des gens prennent conscience qu'ils peuvent faire autre chose que subir les gouvernements successifs. Toutefois, cette prise de conscience politique n'a pas à se faire n'importe comment, et il ne s'agit pas d'un appel à la pureté, mais à la cohérence et à l'efficacité pour atteindre nos objectifs. Je dis juste que d'autres personnes avant nous se sont posées les mêmes questions et que s'il faut agir collectivement, il ne faut pas oublier la production collective de connaissances qui nous permettent d'avancer grâce aux réflexions et aux erreurs de celles et ceux qui nous ont précédés. La démagogie populiste, cette approche grossière de la politique, peut être convaincante pour le plus grand nombre, car très accessible. C'est son point fort, et on aurait tort, je pense, de vouloir l'extrême opposé, que chacun soit un érudit de la politique ayant lu 12 000 bouquins chiants de vieux hommes blancs barbus. Parfois, un syndicaliste est plus efficace quand il fait grève qu'un intellectuel qui lit des livres. Mais cette stratégie conduit à des simplifications et notamment des erreurs contre-productives.
Par exemple, le canard réfractaire considère ce qu'il appelle le progressisme, c'est-à-dire l'attention envers les sujets qu'il appelle sociétaux. Il considère tout ceci comme étant des produits de la bourgeoisie libérale. Et la lutte contre l'extrême droite est réduite à un avatar de cette même bourgeoisie libérale. Pourtant, c'est ignorer, par exemple, l'existence de féministes radicales matérialistes qui dénoncent à la fois le sexisme et le capitalisme par la division genrée du travail ou la reproduction de la force de travail. Ces féministes anticapitalistes défendant leurs intérêts n'existent pas dans l'analyse du monde politique que fait le canard réfractaire. Elles sont assimilées aux sujets qu'il appelle sociétaux, émotionnels, hystérisants, et elles sont amalgamées à la bourgeoisie libérale, ce qui n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a une dérive à droite de Macron sur les questions de sécurité et de laïcité. Cela permet de mettre en valeur un ennemi structurant comme le FN, et de l'autre, de rester sur des sujets de société hystérisants et émotionnels. Cela, c'est ce que j'appelle personnellement un populisme libéral ou un populisme médiatique. Une conception construite pour valoriser par opposition le néolibéralisme et renforcer par conséquent le bloc bourgeois quand les contradictions du capitalisme génèrent un tel mouvement de masse qu'il faut bien fédérer les dominants derrière la même bannière. Ce qui est rigolo, c'est que eux, ils critiquent le populisme en disant qu'ils manipulent avec la peur, sauf que le progressisme, c'est basé sur la peur de l'extrême droite. Ce n'est pas parce que des gens utilisent quelque chose pour faire peur que pour autant ça n'existe pas. Parfois, oui, mais pas toujours. Pour illustrer avec un exemple simple, les religions se servent de la peur de la mort pour favoriser leur contrôle social, pour autant la mort existe. Ce n'est pas parce que les macronistes pointent du doigt l'extrême droite pour mieux se valoriser comme seule alternative que l'extrême droite n'est pas une véritable menace. Ici, le canard réfractaire refuse de s'intéresser aux faits, il ne se repose que sur la forme du discours sans se préoccuper de la réalité du terrain. S'unir avec l'extrême droite contre l'ennemi commun Macron en ignorant la question de l'extrême droite réduite à un épouvantail purement rhétorique, sans conséquence dans le monde réel, c'est oublier que l'ennemi du peuple, pour reprendre le vocabulaire du canard réfractaire, peut s'incarner aussi bien dans une démocratie libérale que dans un régime autoritaire, car les deux sont capitalistes. L'erreur fondamentale du canard réfractaire, c'est de réduire la bourgeoisie à des libéraux, mondialistes, progressistes, réduisant par là même le progressisme et l'anti-autoritarisme à la bourgeoisie, en ignorant ainsi que la bourgeoisie possède également ses propres contradictions internes, à savoir les réactionnaires, les autoritaires et les fascistes, qui ne sont pas qu'une dérive ni un épouvantail. Si vous êtes un bourgeois libéral, avec des valeurs morales humanistes, des avantages à tirer dans la mondialisation, mais que vos intérêts de classe sont menacés par un mouvement social, vous allez vite préférer oublier votre bonne morale et la mondialisation pour du conservatisme nationaliste qui garantira la survie du capitalisme. Parce que c'est notre projet! L'extrême droite n'est pas qu'une menace rhétorique employée par la bourgeoisie libérale. Notons d'ailleurs que cette idée que l'extrême droite n'est pas une vraie menace est un discours qu'on retrouve couramment à l'extrême droite. Évidemment, ça les arrange de nous faire croire qu'il n'existe pas. Être antilibéral, voire anticapitaliste, sans être antifasciste, et inversement. C'est lutter avec des œillères, car le fascisme est la roue de secours du capitalisme en crise. Les politiques autoritaires de répression démesurée à l'encontre des mouvements sociaux, comme les Gilets jaunes en sont la démonstration, cette répression par un gouvernement libéral censé incarner la liberté, sauf la liberté de contester l'ordre social bourgeois. Ceci nous montre bien comme le capitalisme s'accommode de la démocratie libérale, tant que celle-ci ne va pas à l'encontre de l'ordre social bourgeois. Lorsqu'arrive cette crise de l'ordre social, la bourgeoisie, et en particulier la petite bourgeoisie, s'oriente vers l'autoritarisme, voire le fascisme, pour sauvegarder ses intérêts de classe. Puisque le canard réfractaire aime s'inspirer du socialisme sud-américain, je lui rappellerai le cas flagrant du Chili de Pinochet, une dictature économiquement libérale et installée par un coup d'État pour renverser un gouvernement socialiste. C'est pour cela que je considère le canard réfractaire comme un confusionniste. En tout cas, en pleine dérive confusionniste, car son discours n'est pas, pour l'instant, arrivé au niveau d'une Tatiana Ventose qui considère la gauche comme des islamo-gauchistes ayant trahi la France et le vrai peuple français, celui, là encore, des Gilets jaunes, qui décidément sont bien utiles aux opportunistes pour justifier tout et n'importe quoi.
Pour en savoir plus, je vous renvoie à l'œil du Bouzeux 13 sur le confusionnisme, mais on peut rapidement le définir comme étant une stratégie politique dont les conséquences, c'est de favoriser une politique de droite en se reposant sur une esthétique de gauche. Comme critiquer la bourgeoisie pour favoriser un discours réactionnaire. Ignorer la question de l'extrême droite en la réduisant à un épouvantail sans conséquences réelles, c'est prendre le risque de remplacer un bourgeois libéral par un bourgeois autoritaire. J'appelle pas ça du progrès. J'avais beau dire sur tous les plateaux que vraiment le mot bobo m'intéressait pas et que je trouvais qu'il avait eu un usage tout à fait néfaste dans le champ des discours depuis 20 ans, je recevais plein de témoignages de sympathie de gens parfois très douteux qui me disaient « t'en as mis plein la gueule aux bobos, ces espèces de bien-pensants ». Et donc, et je voyais bien que se mettait en place l'idée que à partir du moment où vous stigmatisez une certaine bien-pensance progressiste de la bourgeoisie, beaucoup de gens vous croient proches d'eux, dans la mesure où eux, sous couvert de stigmatiser l'hypocrisie bourgeoise quant à un certain nombre de faits sociétaux, par exemple le racisme, par exemple l'écologie, par exemple, en fait sont tout simplement des racistes. C'est-à-dire qu'il y a une certaine critique de la bien-pensance bourgeoise qui vient de l'extrême droite, qui ne vient pas de l'extrême gauche, qui est de dire, et qui est en fait une espèce de cheval de Troie qu'emprunte un certain racisme, une certaine pensée identitaire et des choses comme ça, ou une certaine pensée violemment anti-écologique. Donc j'ai reçu des drôles de messages de sympathie, beaucoup de gens qui ont vraiment cru que j'étais des leurs et qu'on pouvait faire alliance. Donc j'ai dû beaucoup dans les débats ou parfois dans des relations un peu personnelles comme ça, dire mais attends, en fait on n'est pas copains, on va pas être copains très très longtemps en fait, quoi. Et même ta façon d'être anti-européen n'est pas la mienne. Il y a une façon très patriote nationaliste d'être anti-européenne, c'est pas la mienne. Moi je suis contre l'Union européenne comme fleuron du capitalisme. Bon, donc c'est intéressant cette confusion, quoi. Et le problème, c'est que la confusion, je pense que c'est le fonds de commerce de base du fascisme. La stratégie du canard réfractaire a bien pour intention de tenir un discours antilibéral de gauche, mais avec son manque de recul, il favorise un autre bord, bien réel, ceux qui tiennent des discours antilibéraux de droite. De la même façon, en reprenant des éléments idéologiques promus par la droite réactionnaire, comme l'association de la bourgeoisie au progressisme, ou en discréditant des personnes de gauche qu'il juge trop radicales, le canard réfractaire tire le débat public vers la droite, alors qu'il faudrait tirer dans l'autre sens. Ce que je viens de faire est, je pense, une critique construite, argumentée, sans jugement moraux. Voilà ce que je pense qu'il convient de faire quand on s'adresse à des gens que l'on estime de son propre bord, mais que l'on considère, à tort ou à raison peut-être, être dans l'erreur. Ce n'est pas ce qu'a fait le canard réfractaire dans sa vidéo intitulée « Petit message à psychodélique » où il me réduit à un grossier homme de paille. On va donc passer à la partie querelle entre youtubeurs. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter maintenant. Afin de vous donner un maximum d'informations, mon premier contact direct avec le canard réfractaire date d'après le 14 avril de cette année, suite à sa vidéo « Bon, faut qu'on parle du clivage gauche-droite ». Une vidéo se reposant sur mon débat avec Moss Majorum sur la chaîne Débat d'idées. Dans les commentaires, j'ai critiqué plusieurs des arguments du canard réfractaire, comme son idée que le clivage gauche-droite ne veut rien dire étant donné que la gauche et la droite s'accuseraient des mêmes torts. Je lui ai ainsi reproché une approche déconnectée de l'analyse des faits. Ce n'est pas parce que deux personnes ou deux camps disent la même chose de l'autre que les deux ont tort ou que tout ceci ne veut rien dire. Les scientifiques, comme les conspirationnistes, disent d'eux-mêmes qu'ils ont une bonne méthode d'analyse et disent des autres que ce sont des escrocs. Cela signifie que personne n'a raison? Bien sûr que non, si on vérifie les faits au lieu de se reposer sur les prétentions du discours. Je constate que c'est une méthode récurrente chez le canard réfractaire. On avait constaté cela tout à l'heure quand il a dit que le progressisme se sert de la peur de l'extrême droite sans se poser la question de savoir si cette peur est bien justifiée finalement. Après d'autres arguments, je l'ai averti de faire attention à la dérive confusionniste. Je l'ai également renvoyé vers ma vidéo sur le confusionnisme, l'œil du Bouzeux 13. Puis je ne me suis plus intéressé à lui, en dépit de plusieurs commentaires ou messages privés pour m'avertir de certaines de ses vidéos à tendance confusionniste, comme celle où il reproche à Papacito de se comporter en gauchiste et de ne pas élever le débat. Oui, Papacito, dans une vidéo, le fusille symboliquement en tant que gauchiste, et lui, sa seule réaction, c'est d'élever un sourcil hautain. Même devant une vidéo où Papacito incite à se fournir en armes à feu pour se préparer à la guerre civile, le canard réfractaire ne voit aucune menace d'extrême droite.
Malgré cela, je me suis dit qu'il y avait plus important, que je n'ai pas que ça à faire de m'occuper d'un mec a priori de gauche, mais parfois un peu à côté de la plaque à mon avis. Ce qui arrive, on est tous passés par là. Bref, je ne perds pas mon temps à faire dans la course à la pureté. Mais le canard réfractaire ne partageait pas cet avis. Il m'a en effet affiché dans sa vidéo où il répond à Psychodélique. Clairement, le canard réfractaire a décidé de choisir la voie de la bienveillance pour tenter de toucher le public de Psychodélique. Il commence par le présenter comme une victime du mépris, faisant ainsi une leçon de morale à l'encontre des gens qui s'en seraient pris à lui, mais pas de la bonne façon. Je sais qu'en ce moment, on te critique beaucoup. Il y a des comptes Twitter qui ont été faits juste pour te détester. Il y a eu des vidéos qui ont été beaucoup trop longues qui ont essayé de te débunker, comme on dit par chez nous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des lives un peu malheureux où on a retiré 10 secondes, où tu gueulais peut-être un petit peu trop fort. En France, on reproche à quelqu'un en France de gueuler trop fort. Quand même. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle approche. Je vais te répondre sans drama, sans insulte et surtout sans mépris. Et tu vas voir qu'une vidéo sur toi sans mépris, ça change beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Il commence par le présenter comme une victime, notamment du mépris, faisant ainsi une leçon de morale aux gens qui ont critiqué Psychodélique, mais pas de la bonne façon et pas avec le bon ton. Je vous épargne tous les autres moments où il continue à le caresser dans le sens du poil, c'est répugnant. Mais tout ça, c'était qu'une question de temps avant que ça arrive en France. Et franchement, je crois que c'est tant mieux que ce soit toi qui occupe ce terrain-là plutôt qu'un autre. Ça a tous les traits d'une technique de manipulation consistant à flatter son interlocuteur pour abaisser ses défenses. Je ne ferai pas de procès d'intention là-dessus, je relève juste que ça colle assez bien avec son sourire de vendeur de voitures d'occasion. Je rappelle que plusieurs personnes ont déjà essayé de faire réfléchir Psychodélique en y allant à la cool. Sur la chaîne de Daimon, de nombreuses personnes ont essayé par le débat et l'écoute. Ça n'a servi à rien si ce n'est me fournir de la matière pour une synthèse dans mon œil du bouse 15, où j'y vais plus en mode debunk, si vous voulez, et je montre notamment que ça sert à rien de parler à ce mec. Tous ensemble, on avait avancé, mais tout ce travail collectif a été balayé d'un revers de la main par le canard réfractaire qui recommence tout depuis le début, à savoir tenter le dialogue. À ce moment-là, j'ai envie de dire « mais je m'en fous ». Mais on s'en fout. Il fait ce qu'il veut, si ça l'occupe. Seulement, il lui a pris l'idée de se servir de moi pour appuyer sa bienveillance. C'est-à-dire qu'il me met en avant comme étant malveillant et dans l'erreur pour d'autant plus se présenter lui-même comme bienveillant et raisonnable. Il n'était pas obligé de faire ça, mais il a choisi de le faire. Il a choisi, pour appuyer sa posture de bienveillant avec Psychodélique, de ne pas l'être avec moi, ce qui est partial et hypocrite. Maintenant, on va voir comment. Et quand il y a eu les dramas un peu nuls sur toi, j'avoue, tu m'as fait rire parce que tu as sorti l'argument ultime que j'ai trouvé incroyable, qu'on peut ressortir à tous les militants politiques et à chaque fois le mec il bug, tu vois. Tu as dit mais moi je m'en fous de la politique, je m'en fous de la définition des mots. Et quand t'as dit ça, j'avoue, j'ai rigolé. Face à toi, bien rares sont ceux qui répondent aux problèmes pourtant simples à résoudre que tu soulèves. Pour eux, le problème, en fait, c'est seulement le fait d'en parler. Alors ils te psychologisent, ils t'insultent, ils te zététisent. Ils préfèrent l'expression du désaccord que le combat politique, eux qui se gargarisent d'être des militants. Au point de critiquer ceux-là même qui ont débattu avec toi, qui se sont engueulés contre toi. Au point de considérer le débunkage en soi comme suffisant, au point de penser qu'un cancel t'empêchera de parler, c'est très mal connaître Internet. Sauf que le problème, c'est que, après un échange comme ça, en fait, il n'y a rien qui change, tu vois. Toute ta communauté est d'accord avec toi, et toute la communauté du bouseux est d'accord avec lui. C'est juste que chacun est juste un peu plus amer par rapport à l'autre, et se donne le droit de caricaturer encore plus l'adversaire. Ce qui fait que, au final, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf le niveau du débat qui descend encore plus dans les abîmes, quoi. Alors, donc, il parle à Psychodélique, en applaudissant son argument ultime consistant à s'en foutre du sens des mots, pour finir par un appel à élever le débat. Habile. Je ne vois pas en quoi dire qu'on s'en fout du sens des mots permet d'élever le débat. Au contraire, si on ne parle pas la même langue, avec des mots qui ont le même sens, on ne peut pas se comprendre, et donc on ne peut pas se parler. Le canard réfractaire prétend que Psychodélique soulève un problème sans définir lequel.
En disant « je m'en fous de la définition des mots, quel est le problème soulevé si ce n'est que Psychodélique refuse tout dialogue reposant sur des bases saines ?» Puis mon image arrive à l'écran, c'est alors que commencent les mensonges à mon égard. Il prétend que pour moi, le problème c'est d'en parler. Il me fait donc passer pour une espèce de censeur. Il préfère l'expression du désaccord que le combat politique, eux qui se gargarisent d'être des militants. Ensuite, où est-ce que je me suis gargarisé d'être militant? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la politique, c'est l'expression du désaccord. C'est le conflit entre des personnes, des classes sociales qui ont des intérêts divergents, voire antagonistes. Si je cerne bien le canard réfractaire, je crois que pour lui, le combat politique, c'est les manifestations, c'est s'organiser sur des ronds-points. Ok, très bien, mais ces manifestations sont l'expression d'un désaccord envers le gouvernement. Donc c'est un combat politique. Au point de critiquer ceux-là même qui ont débattu avec toi. Il précise également au point même de critiquer des gens qui ont débattu avec toi, comme si, je ne sais pas, c'était mal. Il fait référence au fait que j'ai dit, avec Jacotte, avoir trouvé les gens ayant débattu avec Psychodélique trop complaisants. C'était le mot employé. Ah, quelle violence. C'est chaud. Complaisance, définition, désir d'être agréable, de satisfaire. Ah, c'est dur, hein, c'est très dur hein, comme remarque. Hein. Ouf. Donc ça, j'ai pas le droit de le dire. Hein. J'ai pas le droit de trouver quelqu'un complaisant, sinon ça fait de moi un extrémiste. Au point de penser qu'un cancel t'empêchera de parler, c'est très mal connaître Internet. Sérieusement, on est où là? On est au Figaro? Je fais une vidéo d'1h30 pour présenter mes arguments, mes démonstrations, mes critiques. Et lui, il est là, c'est du cancel pour le faire taire. J'ai le droit de donner mon avis ou c'est que pour tes copains? Sauf que le problème, c'est que, après un échange comme ça, en fait, il n'y a rien qui change, tu vois. Toute ta communauté est d'accord avec toi, et toute la communauté du bouseux est d'accord avec lui. Sur quoi tu te bases pour affirmer ça? Rien. Moi, par contre, j'ai des éléments. Non seulement des éléments qui montrent que mon discours fait réfléchir des gens, mais aussi des éléments qui montrent que ton discours ne le fait pas. Donc là, vous avez quelques commentaires parmi d'autres, hein, mais j'ai pris les plus explicites, que j'ai trouvés sous mes vidéos, et qui sont de gens s'étant remis en question grâce à ma vidéo. Et là, ce sont les commentaires sous la vidéo de réponse de Psychodélique au canard réfractaire. Vous remarquerez le commentaire du haut avec 105 likes au moment où j'ai pris le screen. Et surtout, les deux n'ont absolument pas apprécié la posture du canard réfractaire consistant à se faire passer pour le gentil. Alors ok. Tout ça, c'est juste des commentaires. D'accord, très bien. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut toujours plus que rien du tout. Oui, ça marche, ce que je fais. Hein. Et j'ai pas besoin de lécher le cul de Psychodélique pour être écouté. Je n'ai pas non plus besoin de m'en prendre à d'autres personnes de gauche pour être écouté. Et se donne le droit de caricaturer encore plus l'adversaire. Ce qui fait que, au final, il n'y a pas grand-chose qui change, sauf le niveau du débat qui descend encore plus dans les abîmes, quoi. J'apprécie beaucoup la critique de la caricature juste après m'avoir caricaturé pendant 1 minute. Et que mes vidéos d'1 heure, de 2 heures, où je prends le temps de développer mes arguments, que lui, il trouve ça trop long. Les vidéos qui ont été beaucoup trop longues. Mes vidéos, voilà, elles n'élèvent pas le débat, hein, parce qu'il le dit, donc c'est vrai. Contrairement à lui, qui applaudit quand quelqu'un dit s'en foutre du sens des mots. Vous aurez compris, tout ceci m'agace pas mal, hein, mais je ne vais pas faire une analyse en mode œil du bouseux de l'intégralité de sa vidéo. Il y a d'autres choses, comme sa méconnaissance de l'importance du militantisme sur Internet, qu'il présente comme sans intérêt par rapport au monde réel des manifs où il y a de vraies personnes, hein, contrairement aux réseaux sociaux où les gens n'existent pas vraiment. Ce qui est comique quand on sait que les Gilets jaunes se sont beaucoup organisés sur Internet. Mais aussi, c'est un point de vue complètement arriéré sur la question. Aujourd'hui, en 2021, présenter Internet comme sans intérêt pour la lutte politique, franchement, je ferai à l'occasion une vidéo sur ce sujet, mais là, c'est même pas la peine que j'argumente. On va s'arrêter là. Hein. Je répète que je n'aurais eu aucun problème avec le canard réfractaire si celui-ci ne m'avait pas utilisé pour servir sa communication. Quand je critique des gens, je prends à cœur de ne pas marquer un but contre mon camp. Tant qu'on ne vient pas m'emmerder, en tout cas. Je vais tacler l'extrême droite, la droite, les libéraux, les apolitiques, quand ils se permettent de sortir leurs inepties sur la politique. Et je m'en prends aussi aux gros confus qui décident de tacler la gauche pour amadouer la droite.
Je le redis car c'est peut-être le plus important, quand la droite, et particulièrement l'extrême droite, passent leur temps à ouvrir la fenêtre d'Overton vers eux, c'est-à-dire à pousser la radicalisation vers la droite, ce n'est pas une bonne idée d'aller dans leur sens en poussant la gauche à se modérer pour donner une bonne image sur la base de bons sentiments. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.